Un petit coucou à Bruno de l'autre côté de la cabine, comme on dit dans le jargon, derrière la vitre. Bruno qui réalise tout ça de main de maître avec ses droits de fait. Nous sommes bien évidemment dans la dernière partie de la feuille de match avec Pascal, Maître Pascal Bon, pardon. Patrice Basile et Guillaume Michaud, nous allons décortiquer les 5 dernières rencontres de la grille et puis nous allons ensuite devoir écouter la plaidoirie de Maître Pascal Bon parce qu'il a un client à défendre et non des moindres, il s'agit de Sergio Ramos, l'Espagnol du Paris Saint-Germain accusé d'emploi fictif. Et bon, à Paris, les emplois fictifs, on connaît. On va pas faire un fromage, mais on connaît, on sait ce que c'est. On va également, les amis, parler de l'application que vous allez bientôt pouvoir utiliser, l'application Feuille de match, la feuille de match, et oui, application avec toutes les bonnes informations que vous entendez dans cette émission, mais également tous les pronostics, tout sera sur notre application, la feuille de match, que vous pouvez télécharger, que ce soit sur iOS ou encore sur Android. Voilà, nous partons les amis en Espagne avec le 10e match de la grille entre le FC Barcelone et le FC Valence. Le Barça qui n'est plus aussi souverain donc en championnat et Valence qui n'a plus gagné donc en Liga au Camp Nou depuis, messieurs, le 22 octobre 2016. Moi je vois une victoire de part et d'autre parce que le Barça va mieux, mais pas si mieux que ça. Et Valence peut profiter de l'aubaine pour justement faire un coup au Camp Nou. Regardez bien l'infographie qui s'affiche là. Donc sur l'historique des confrontations entre les deux équipes, regardez bien, il y a eu 145 confrontations, 68 victoires pour le Barça, 38 pour le FC Valence et 39 matchs nuls. Maître Pascal Bon. Ben oui, parfaite, en tout cas sous les points, parfaite égalité, même si c'est le 7e contre le 8e. Je suis plutôt du même avis que vous, hein, Ronnie, par rapport au fait qu'aujourd'hui, bon, le Barça, on a tellement dit qu'ils peuvent que se lâcher, essayer de remporter une victoire à domicile, au moins pour pour le panache, en attendant de voir ce que, peut-être au détour de la trêve hivernale, on pourrait voir ce qui se passe comme changement intéressant qui permettrait de broter un bonus dans cette équipe-là. Et aussi, on a en face une équipe de Valence qui se déplace bien, déjà. Et une équipe qui, même si elle n'a jamais gagné au Camp Nou, joue. Moi, comme j'ai dit, je suis très fan de l'attaque de Valence en ce moment. Ils sont dans une dynamique, comme je dis, qui fait qu'on peut s'attendre à un match qui va se terminer sur un match nul. Soit une victoire à domicile de Barcelone, ou soit une victoire à l'extérieur de Valence. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi je vais mettre mon triple dessus parce que c'est vrai que c'est un match extrêmement compliqué à pronostiquer. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Barça aujourd'hui est redevenu une équipe quelconque. Même si il s'appelle le Barça, mais ça reste qu'aujourd'hui une équipe quelconque. Parce que c'est vrai que les Depay et compagnie, même De Jong, n'ont pas remplacé les grandes stars qu'il y avait à l'époque, Suarez, mais Messi bien sûr, etc. Donc aujourd'hui, on a un patient un petit peu malade qui essaye de retrouver sa bonne santé, mais ça va être compliqué. Et puis surtout, il faut savoir que chaque fois qu'une équipe joue contre Barcelone, il joue sa vie, parce qu'il joue Barça. Attention. Donc Valence va jouer un match très très sérieux. Ça va être un match extrêmement serré. Peut-être il y aura des buts, mais en tant que pronostiqueur, c'est très très difficile de dire qui va sortir vainqueur de ce match. Donc d'autant que Valence, ils ont quand même un gardien un peu faible ces jours-ci parce qu'il a fait quelques bourdes dernièrement et ça, c'est pas très bon. Mais bon, ça va être un beau match de toute façon. Je pense que c'est deux équipes qui jouent. Donc moi, j'aurais plaisir à voir le match, mais je sais pas, je préfère mettre mon triple, ma couverture complète, comme ça, moi, je suis tranquille. C'est vrai, c'est un match dur à pronostiquer. Deux équipes qui se ressemblent à la fois sur la dynamique et même sur leur effectif. Finalement, c'est deux équipes qui ont baissé de niveau globalement sur les dernières saisons. Sur les 5 derniers matchs, les deux équipes ont 2 nuls, 2 défaites et une victoire, avec des défaites assez lourdes pour le Barça. 3-0 contre Benfica en Coupe d'Europe, on s'en souvient. Et une défaite assez difficile contre l'Atlético, 2-0 aussi. Après, il y a eu la coupure, la trêve, et je pense que la pression a un peu redescendu du côté du Barça. Valence, c'est pas trop ça. Après, ils ont eu un calendrier un peu difficile. Il y a des défaites contre le Real, des défaites contre Séville. Donc voilà, c'est pas forcément sur ça qu'on va les juger. Après, peut-être la chance du Barça, c'est que je pense qu'ils vont faire jouer les jeunes, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui étaient parties en sélection, qui seront sûrement en repos. Donc je vois plutôt une victoire du Barça ou un nul. Ouais, j'ai mis mon triple sur un autre match. Match numéro 11, les amis. Nous partons à Vigo, celle de Celta Vigo qui accueille le FC Séville et le FC Séville qui reste sur une série de 2 victoires consécutives face à cette équipe donc du Celta Vigo.
Pour moi, ce sera le match nul ou encore la victoire du FC Séville à l'extérieur. Mais je vous propose de regarder cette petite infographie et justement l'historique des rencontres entre ces deux formations. 62 rencontres entre les deux équipes. Regardez bien les amis. 24 victoires du Celta Vigo, 28 victoires pour le FC Séville et seulement 10 matchs nuls entre les deux équipes. Donc pas beaucoup de matchs nuls quand même. Ben oui, moi je trouve que nos animaux, nos chiens et nos chevaux continuons d'aller à la chasse ensemble. Parce que on a cette équipe je l'ai dit, j'observe même les équipes qui perdent, dans quelles conditions elles perdent leur match. Et c'est vrai que moi je trouve que cet Vigo, il est quand même coriace et ça joue. Alors ils sont 16e au classement, donc c'est compliqué. Et on a, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat, on a une équipe de Séville qui joue bien au ballon avec de fortes individualités et de technicité un petit peu à l'attaque. Donc je vois bien dans ce match-là des assauts sévillans à l'extérieur, répétitifs, mais un Celta Vigo qui pourrait être tenté de contenir et arracher un match nul. Ce match-là, donc c'est le 16e contre le 4e. Et c'est vrai que l'avantage du FC Séville pour nous, les parieurs, c'est qu'ils perdent rarement contre des petites équipes. Ils ont une équipe solide, avec des joueurs quand même comme Rakitic, Lamela, Gomez. Donc ce sont des joueurs quand même qui ont des références. Et c'est vrai que le FC Séville est une équipe qui joue bien au ballon. Bon, et qui, comme je disais, ne perd pas contre n'importe qui. Donc Celta Vigo, bien sûr, ils vont jouer chez eux, ils ont envie de battre Séville, mais le problème c'est que ils ont en face une équipe solide, et eux, ils ont quand même des faiblesses qu'il va falloir, qui risquent de faire tâche sur ce match. Donc moi je pense que Séville va gagner ce match, et en tant que parieur, je pronostique Séville gagnant. C'est vrai que Séville, c'est pas mal. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 nuls, 2 victoires et une défaite. Sachant que la défaite, c'était lors du derby contre Grenade, donc c'était un match un peu spécial. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a un Celta Vigo qui a l'habitude d'être à ces places-là. Chaque année, ils jouent leur maintien. Et sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites et 2 victoires. Donc ça va pas être facile à pronostiquer, mais malgré tout, comme disait Patrice, Séville, ça reste une équipe qui doit finir normalement 4e. Et logiquement, elle devrait s'imposer contre Celta Vigo à l'extérieur. Match suivant, match numéro 12, direction l'Angleterre, les amis, pour ce Everton-West Ham. Infographie, tout de suite, messieurs, l'historique des confrontations entre les deux clubs. 144 matchs entre les deux équipes, 59 victoires pour Everton, les Toffees, qui mènent 59 victoires à 27 contre les Hammers de West Ham. Et il y a eu 28 matchs nuls. Mais, messieurs, West Ham n'a gagné que 3 fois à Everton au cours de ses 10 derniers déplacements. Je vois bien une victoire des Toffees de Everton, donc à domicile. Oui, là par contre, voilà, je suis plus pour West Ham sur ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que Everton joue bien au ballon, mais je vois quand même West Ham, par rapport à sa dynamique de ces jours-ci, pouvoir gagner à l'extérieur. Ou bien peut-être un match nul, mais je vois quand même West Ham bien se comporter à Everton. Là encore, un match difficile à pronostiquer parce que c'est une rencontre entre deux équipes qui n'ont pas vraiment des fulgurances, comme on dit, et qui vont, à mon avis, se neutraliser. Donc moi, je serais parti sur un nul parce que West Ham et Everton ont à peu près les mêmes trajectoires. Et l'un contre l'autre, bon, on l'a vu, hein, c'est toujours un petit peu neutralisé. Bon, alors donc moi je dirais que si je dois prendre une décision, je mettrais nul sur ce match. Comme ça au moins je suis tranquille. Ce sera pas évident. Avec d'un côté Everton qui est sur une dynamique un peu mitigée, 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Et West Ham, 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Moi j'ai la sensation honnêtement que West Ham joue un peu mieux que Everton, enfin c'est la sensation que j'ai. Après c'est un match en déplacement de West Ham, c'est très très difficile à pronostiquer, donc je mettrai mon triple là-dessus. Je vois pas qui gagne honnêtement, ou qui peut-être nul. Ouais. Ça peut mériter un triple effectivement. Match suivant, match numéro 13 déjà les amis, match entre Newcastle, les nouveaux riches, et Tottenham. Tottenham qui reste sur 3 matchs sans défaite face à Newcastle. Les Magpies qui ont gagné pour la dernière fois le 25 août
2019. Regardez bien l'historique également des confrontations entre les deux équipes. Il s'affiche là, cet historique. 44 victoires pour Tottenham, 37 victoires pour Newcastle et 20 matchs nuls. Pas beaucoup de matchs nuls, on regardera au regard des 101 confrontations. Il y a donc un cinquième, donc 20% de matchs nuls entre les deux formations. Moi, c'est là que j'ai mis mon triple, parce qu'à mon avis, tout est possible sur ce match-là. Les Magpies, avec leurs nouveaux investisseurs, se sentent forcément pousser des ailes. On parle déjà de Navas, on parle de Icardi du côté de Newcastle. Là, il y a les pronostics vont bon train. Et pourquoi pas justement montrer que ceux qui sont là aussi en vaillent la peine. Donc voilà. C'est vrai, Ronnie, mais tant mieux pour ceux qui se projettent. Moi, je suis au présent, et au présent, il y a du très, très, très mieux à Tottenham. Et je vois, moi, aucune pitié pour Newcastle à domicile. Je vois une victoire de Tottenham à l'extérieur. Je ne vois pas encore aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on parle, comment ça, à l'heure actuelle, tant constant, je ne vois pas Newcastle pouvant rivaliser. Alors, au pire, peut-être un match nul, heureux. On dira, comme sur un peu ce clin d'œil à ces millions saoudiens, mais je veux dire, non, je vois qu'aujourd'hui, en termes de proposition de jeu et de victoire, je pense que Tottenham aura à cœur. Et puis aussi, là, on voit une équipe qui a joué les gros très tôt en saison et qui maintenant doit se permettre de récupérer les points face aux plus modestes. Donc, victoire de Tottenham à l'extérieur. Oui, je suis un peu de l'avis de Pascal. C'est vrai que Newcastle, même si demain ils seront le PSG d'Angleterre, pour l'instant ils sont 19e. Et ils n'ont pas grand-chose à proposer cette année par rapport à Tottenham. Alors, qui n'est pas non plus en grande forme, parce qu'il faut bien dire que Tottenham n'a pas réussi vraiment son début de saison. Tottenham a fait des bons matchs, a fait des moins bons matchs, ils se sont fait battre par Arsenal. Ils ont des joueurs qui sont un petit peu sur le retour, comme Lucas par exemple, qui a fait des bonnes saisons, mais qui maintenant est un petit peu amélioré sur le retour. Il y a Ken qui revient un petit peu, mais pas suffisamment. Il y a Son qui fait le boulot. Donc, par rapport à Newcastle, oui, je pense que Tottenham peut tirer son épingle du jeu. Je suis d'accord aussi avec Ronnie, c'est un match extrêmement compliqué à pronostiquer. Mais moi, en tant que parieur, et après avoir eu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, où on a vu des Bayern perdre, on a vu des Real Madrid perdre, etc. Je dis que Tottenham, logiquement, doit gagner ce match, parce que sinon, c'est plus Tottenham, quoi, tout simplement. Et c'est vrai, Tottenham doit gagner ce match. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Mais les 2 derniers matchs, c'est effectivement 2 victoires. Une assez convaincante contre Aston Villa, notamment. De l'autre côté, sur les 5 derniers matchs, Newcastle, c'est pas terrible. 3 nuls, 2 défaites. Ils sont 19e. Donc la logique voudrait que Tottenham s'impose. Après, j'ai vu Tottenham faire des non-matchs. Des fois, ils arrivent et ils jouent pas au foot. Et ils se font marcher contre Arsenal, ils se font marcher dessus. Crystal Palace, ils se font marcher dessus de la même manière. Donc j'ai hésité entre les deux. J'ai mis victoire à domicile ou victoire à l'extérieur. Le dernier match de la grille, les amis, nous emmène en Allemagne où le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern de Munich. Et oui, c'est le Bayer et le Bayern. Donc le Bayern de Munich qui reste sur une série de 4 succès consécutifs face à Leverkusen. Messieurs, c'est l'affiche de cette journée de Bundesliga puisque la rencontre oppose les 2 équipes qui sont en tête de cette ligue allemande. Regardez l'historique des confrontations entre les 2 équipes. Ouais, ça s'intéresse bien, hein, mes petits tableaux là, mes petits camemberts. 93 confrontations, 57 victoires du Bayern. Vous avez seulement 19 victoires du Bayern cette fois et 17 matchs nuls entre les 2 équipes. Moi, sans hésitation aucune, je vois le Bayern de Munich continuer et gagner tranquillement. Vous l'avez dit, Ronnie, voici le match sans faire de publicité pour des boissons alcoolisées. Voilà, c'est là où il faut prendre le pichet et s'asseoir tranquillement. Il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle parce que vous pensez, je sais pas, peut-être que vous vous laissez un peu vous laissez donc attirer par l'effectif et le jeu du Bayern. Mais cette année, la surprise ou la confirmation, c'est Florian Wirtz et notre Patrick Schick qui a brillé à l'Euro. Et avec ces 2 joueurs-là, je peux vous dire que le Bayern Leverkusen n'est pas là par hasard.
Et donc, ça sera un match d'opposition à l'allemande et ils vont se livrer. Et donc, je vois quand même un Leverkusen qui pourra donc, avec ses armes, peut-être contenir dans un match à but, mais dans un match nul où tout de même, avec Leroy et les siens et les autres, Théodoski, pouvoir peut-être confirmer. Et bon, comme je dis, ce match-là, malheur au vaincu. En tout cas, ce sera un gros match, c'est vrai. Je pense qu'on va assister à un très beau match. Alors, moi, le Bayern, il m'a un peu trahi il y a quelques deux Il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. Je me rappelle avoir dit, c'est un rouleau compresseur inarrêtable. Ben, il a été arrêté, malgré tout. Alors, pourquoi? Parce qu'encore une fois... Le gardien en face, il est incroyable aussi. Hein. Ben oui, c'est clair. Non, mais, de toute façon, le football n'est pas une science exacte, mais là, encore une fois, on se rappelle que Real avait perdu, Paris avait perdu, et Bayern avait perdu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un premier contre un deuxième? Bon ben, je pense que Bayern, ils vont se mettre en mode Ligue des Champions. Et on sait que quand Bayern ou Paris ou Real se mettent en Ligue des Champions, généralement ça passe. Donc, moi je pense que cette fois-ci ça va passer, même si c'est à l'extérieur. Bayern a tellement d'arguments, tellement d'armes, et encore aujourd'hui je le mets favori de la Ligue des Champions parce que c'est une équipe qui n'a pas de faiblesse apparente. Donc sur ce match-là, ils vont jouer à fond. Donc je pense qu'ils vont gagner. Guillaume Michaud. Sur toutes les équipes qu'on a présentées aujourd'hui, qu'on présentera, c'est les deux équipes les plus en forme, clairement. Sur les deux cumulés, sur les 10 matchs, il y a une seule défaite. C'est la défaite dont on vient de parler contre Francfort, et qui est déjà un miracle. Donc, très très gros match. Après, le nom me parle un peu plus, effectif me parle un peu plus. Bon, il y a des joueurs intéressants à Leverkusen, on parlait de Chic, on parlait du français aussi, Diaby, on l'oublie des fois, mais pas mal aussi. Moussa Diaby, donc pourquoi pas. Ils ont su un peu se rétablir après le départ de Kai Havertz à Leverkusen, et je pense qu'ils seront dans les 4 premiers à la fin de saison. Mais Bayern, parce que Bayern, désolé, mais... C'est Bayern. Quoi. C'est Bayern. C'est Bayern. La différence entre Bayern et Bayern, messieurs, vous savez c'est quoi? N. Bah oui. Voilà, les amis, on va compiler toutes ces informations et dans quelques instants, juste à la fin de l'émission, on va vous proposer une grille, voilà, en plus de celle qu'on vous a déjà proposée, puisque je vous ai donné mes pronostics, Maître Pascal Bon a donné les siens, tout comme Patrice Basile ou encore Guillaume Michaud, mais on va également vous donner une espèce de synthèse de tous nos pronostics. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va donner la parole à qui? À l'avocat. Ah bah la défense, les gars, parole à la défense, c'est tout de suite. Dans Parole à la défense, aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de vous présenter Maître Pascal Bon, un client, et non des moindres, il s'agit de Sergio Ramos, l'Espagnol du Real Madrid, oui, transfuge du Real Madrid, arrivé au Paris Saint-Germain, accusé d'emploi fictif. Oui, Ronny, voici une accusation sous laquelle je vais m'insurger fortement. Comment peut-on arriver là, à cette accusation qui ne tient pas vis-à-vis de qui? De Sergio Ramos, quand même. On parle quasi le plus grand défenseur de tous les temps, et en tout cas du Real Madrid, il n'y a pas très longtemps, capitaine du Real Madrid. Vous avez aimé, tout le monde est tombé dans la dithyrambique lorsqu'il a fallu parler des premiers recrutements du PSG durant l'été. Voilà. Et aujourd'hui, au détour peut-être d'une situation un peu plus compliquée, on glisse sur une accusation qui se pose sur un emploi fictif. Alors attention, je le dis là encore, les mots ont du sens. L'infraction d'emploi fictif n'existe pas en tant que telle. Imaginez que je mette donc sur une île Sergio Ramos avec Pénélope Fillon, donc. Voilà, voici 3 lignes, 3 revues pour 400 000 euros, voilà. Ou Madame Tibéri à l'époque, qui avait fait un rapport sur la francophonie de 36 pages pour plus de 30 000 euros. Est-ce que vous considérez que Sergio Ramos s'enrichit sans la moindre sueur? Et c'est ça la question. Ben non, je dis, soyons sérieux. Ce qu'il faut retenir pour Sergio Ramos, c'est une situation personnelle compliquée. Et c'est vrai que la deuxième question, c'est peut-être, est-ce que le PSG a fait une mauvaise affaire? Et puisque c'est le mois du créole, j'ai envie de dire, bon marché a coûté cher.
Et c'est vrai que quand on a suivi l'épisode, et en tout cas cette arrivée de Ramos à Paris, d'autant qui connaissent un peu le foot espagnol, savaient que à partir du moment où peut-être le Real n'avait pas prolongé Sergio Ramos, c'est parce qu'eux, ils avaient peut-être certains éléments qui étaient de nature à pouvoir se dire que malgré ce palmarès, malgré cet homme, ce gaillard de 35 ans, dont le palmarès plaide pour lui, il n'y avait pas lieu de le prolonger. Et vous sautez là-dessus et vous le prenez à Paris, libre de tout, voilà, pour plus de 15 millions par an de salaire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser que l'idée, ce serait que Paris a fait peut-être une mauvaise affaire. Mais en tout cas, du côté de Sergio Ramos, on est quand même dans le cas de quelqu'un qui est sur des pépins physiques. Peut-on lui reprocher d'être en arrêt maladie? Peut-on lui reprocher de pouvoir aussi s'entraîner personnellement à clos? Et donc, je pense que le joueur Ramos, il a envie chaque semaine que les résultats, parce que c'est ça, la question c'est ça, c'est comment va aujourd'hui, après les premiers pépins sur les deux mollets de Sergio Ramos, comment va le genou? Et je l'ai dit, ce problème de cartilage qui avait été déjà détecté par nos amis madrilènes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit considérer la situation de Sergio Ramos par rapport à cette situation compliquée, situation qui pour lui aussi pèse, mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a des attentes, il y a une impatience, on sait comment ça se passe à Paris, et lorsqu'il y a des millions d'euros dans un tel club, on essaie de toujours rattacher à soit un abus de biens sociaux, un détournement de fonds, mais en tout cas, quelque chose de sulfureux qui s'apparenterait à une corruption, alors que le joueur de bonne foi, vous connaissez sa mentalité, hein, à chaque période de la Ligue des Champions, on connaît comment Ramos sait tenir son rang et sait décoincer les matchs même en Ligue des Champions d'une tête rageuse sur un corner. C'est pas celui qui va venir s'asseoir de manière crapuleuse sous les bancs parisiens. Donc, je pense qu'il faut retenir cet homme-là qui est en difficulté aujourd'hui. Et c'est vrai que si on doit considérer aujourd'hui le futur de Ramos, il faut peut-être effectivement se dire, les jours à venir vont peut-être nous dire est-ce qu'il y aura un retour de Ramos ou effectivement une sortie. Et comme on dit chez nous aux Antilles, lorsque la fin s'approche, on vous demande quand est-ce que tu organises ton jubilé. Donc peut-être qu'il y aura, si ce genou tient, il ne reviendra pas à Angers, c'est ça? Mais il reviendra dans 15 jours. Et puis, il reste encore pas mal de journées pour Ramos. Et voici aussi ce type de joueur, si le physique revient, qui va être pertinent en huitième et en quart de finale d'une des champions. Donc, attention à ces joueurs qui peinent et dont on perd patience de les voir sur le terrain, hein, privés de cette ferveur médiatique et autour de Messi et de Mbappé et de Neymar. Mais peut-être que ça sera aussi, dans quelques mois, un atout pour le PSG. Et donc, aujourd'hui, attention, chaque jour, chaque heure, Monsieur Ramos s'entraîne de manière très, très, très dure pour pouvoir revenir au meilleur niveau. Et sinon, il faudra accepter aussi, peut-être, je l'ai dit, c'est pas non pas fictif, peut-être qu'il va devoir résilier son contrat et peut-être sortir difficilement. Ça, c'est compliqué pour lui, pour le club, parce qu'aujourd'hui, on a un salaire, on a un joueur, mais on a aussi envie de revoir Ramos encore sur le terrain. Patrice Basile. Je félicite Maître Beau pour sa plaidoirie. Moi, personnellement, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je n'ai qu'une hâte de voir ce joueur sur le terrain. Moi, après le genou, on a parlé de mollet. J'espère qu'après, ce ne sera pas le coude ou autre chose. On a aussi un autre joueur qui est sur la touche, qui s'appelle Bernat, qu'on n'a pas vu depuis 1 an et demi. C'est peut-être un mal espagnol. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis comme Maître Bon. J'attends, j'espère, et je me dis que plus vite il arrivera, mieux ça vaudra, parce qu'on a des échéances importantes. PSG a des échéances importantes à arriver. Donc, oui, moi, on a attendu combien? 5 mois? On va encore attendre un petit mois, et puis on verra bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je vois simplement, c'est que Ramos, quand on a annoncé au Paris Saint-Germain, on s'est dit, tiens, c'est la pièce qui manque, la pièce manquante. Mais elle est toujours manquante. Guillaume Michaud. Après, moi, je vais peut-être un peu recentrer le débat, mais pourquoi le PSG a pris Ramos? Je suis pas sûr que ce soit pour gagner la Ligue 1, je pense quand même que c'est pour les matchs de Ligue des Champions.
Et le match de Ligue des Champions, bon, il y en a eu 2, il en a raté De 2. quelle année? Peut-être qu'à l'année prochaine, ce sera l'homme, effectivement, qui va mettre le coup de tête rageur à la dernière minute. Et puis le deuxième point aussi, c'est que Ramos, c'est pas un gars. Enfin, il triche, mais sur le terrain. C'est pas un gars qui va tricher à l'entraînement. Vous voyez des petites vidéos de Ramos à l'entraînement. Il a rien à envier à Benzema ou Cristiano Ronaldo. Donc, je pense pas. Et puis, le dernier truc, je me dirais quand même pour Paris, c'est quand même dommage d'avoir lâché Thiago Silva, qui finalement fait le taf à Chelsea. Il n'est pas là tout le temps, mais quand il est là et qu'il est en forme, on voit la différence. Et finalement, ils ont repris un joueur, alors c'est pas exactement le même type, mais voilà, expérimenté et qui peut encadrer une défense. Et bon, je trouve qu'ils avaient déjà la compétence. C'est dommage de l'avoir laissé partir pour reprendre la même finalement. Donc bon, c'est le petit bémol. Alors concernant Thiago Silva, je vais dire 2 mots, parce que bon, c'est aujourd'hui effectivement tout le monde en parle, oui c'est dommage que Paris ait laissé Thiago Silva, mais combien de fois on a entendu que c'était la bête noire, c'était le chat noir, c'était le ceci, et depuis la Coupe du Monde au Brésil c'est une pleureuse, c'est ceci, etc. Le problème de Paris c'est Thiago Silva. Aujourd'hui, comme il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, les mêmes te disent aujourd'hui « Ah, mais c'est dommage qu'on l'ait laissé partir ». Je ne vise pas Guillaume Michaud en particulier, mais je vise en général les collègues, les confrères de la presse nationale qui n'arrêtaient pas de tirer à boulet rouge sur le bonhomme quand il était au Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui, bon voilà, il est devenu, ils font blanc-seing. Bref. On aura la même chose avec Mbappé, je pense. Aujourd'hui, on dit Mbappé ci, Mbappé ça. Quand il sera en Real, voilà, c'est le plus beau joueur du monde. Donc, alors les amis, vous savez qu'on est très regardés et comme nos amis de l'autre côté de l'Atlantique savaient qu'on allait justement, j'allais vous confier ce client, j'ai reçu un petit message donc d'un ami du Paris Saint-Germain qui me dit Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médicaux et de performance encore 10 jours dans l'objectif de retour à l'entraînement collectif. Donc voilà ce qu'il me dit. Donc voilà, maître, ça corrobore un peu vos propos. Bien sûr. À faire plier. Le gabos. Le gabos. Les amis, voici donc la synthèse des pronostics de cette émission. Je rappelle que cette grille est à valider avant dimanche 17 octobre 8h55 en heure locale et qu'elle vaut 500 000 € pour peu que vous ayez les 14 bons pronostics. C'est la grille numéro 68 du Parion Sport Loto Footcan. C'est parti. Marseille-Lorient. On vous propose le 1. Montpellier lance le 1 et le 2. Brest-Reims le 1 et le N. Strasbourg-Saint-Étienne le N et le 2. Metz-Rennes le 2. Bordeaux-Nantes le N. La Juventus de Turin, AS Roma le 1. Naples-Torino le 1. Empoli-Atalanta de Bergame le 2. FC Barcelone, FC Valence, le 1 et le 2. Celta Vigo, FC Séville, le N et le 2. Everton, West Ham, le 1. Newcastle, Tottenham, le 1, le N et le 2. Et enfin, Bayer Leverkusen, Bayern de Munich. Nous vous proposons le 2. C'est la synthèse de nos pronostics. Vous avez donc désormais 4 grilles à votre disposition. 5 grilles à votre disposition. Il y a de quoi justement gagner ces 500 000 €. Merci à Maître Pascal Bon. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas un petit cadeau, une petite application? Une petite application, oui, c'est ça, l'application. J'ai dit qu'il va falloir aller sur iOS ou encore sur iOS ou Android, en tout cas sur le Play Store ou encore sur la plateforme de téléchargement donc de Apple pour télécharger l'application La Feuille de Match pour avoir tous les pronostics, toutes les informations également que vous entendez donc dans cette émission. Merci également Patrice Bazzi. Merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on sera la veille du Tour de la Guadeloupe, les amis, pour ceux qui aiment le cyclisme également. Donc le jeudi prochain, nous serons la veille du départ de la grande boucle, comme on aime à le dire chez nous. Merci à Guillaume Michaud également. Merci les photos, je ramènerai le maillot jaune. Le maillot jaune de Guillaume Michaud. La semaine prochaine, bonne soirée à tous et restez bien évidemment branchés Éclair TV. Ce qui vient va forcément vous plaire. Bonne soirée à tous.